Pourquoi certaines maisons restent-elles fraîches même lorsqu'il fait plus de 40 degrés dehors, sans aucun climatiseur allumé? La réponse ne vient pas d'une technologie récente. Elle vient d'un matériau que nos grands-parents utilisaient partout, et que la construction moderne a presque totalement oublié. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce matériau, comment il fonctionnait, pourquoi il a disparu, et surtout comment vous pouvez vous en inspirer aujourd'hui, même dans une maison ou un appartement moderne. Restez jusqu'à la fin, car les derniers conseils sont ceux qui font la plus grande différence sur votre facture d'énergie. Avant l'arrivée massive du béton et de la climatisation, une grande partie des habitations dans le monde étaient construites en terre crue. On parle d'adobe, de pisé ou de torchis, selon les régions. Ce n'est pas de la terre cuite comme une brique classique, c'est de la terre mélangée à de l'eau, parfois avec de la paille, puis séchée à l'air libre, sans four. Ce matériau a été remplacé presque partout par le parpaing et le béton jugés plus rapides à construire et plus résistants à l'humidité. Mais sur le plan thermique, la terre crue avait des propriétés que les matériaux modernes ne reproduisent pas facilement. Le premier principe physique à comprendre s'appelle l'inertie thermique. Un mur épais en terre crue met beaucoup de temps à chauffer et beaucoup de temps à refroidir. La chaleur du jour met plusieurs heures à traverser le mur. Résultat, quand il fait 40 degrés dehors à 15 heures, l'intérieur de la maison reçoit encore la fraîcheur de la nuit précédente. Et quand la nuit tombe et que l'extérieur se rafraîchit, le mur commence seulement à relâcher la chaleur du jour, souvent après le coucher du soleil, quand les habitants dorment déjà. Ce déphasage thermique peut atteindre 8 à 12 heures dans un mur épais de terre crue, selon son épaisseur et le climat local. C'est ce mécanisme, plus que la terre elle-même, qui explique la fraîcheur ressentie. Le béton a aussi une inertie thermique, mais son fonctionnement thermique global est différent de celui de la terre crue, notamment à cause de sa conductivité et de sa composition. Le béton conduit la chaleur plus rapidement dans certaines configurations, et les bâtiments modernes utilisent souvent des murs plus fins, avec une isolation rapportée plutôt qu'une masse épaisse. Cela veut dire qu'une maison moderne mal conçue peut chauffer vite en journée et rester chaude la nuit, car la chaleur accumulée dans les éléments intérieurs, comme les dalles ou les cloisons, n'a pas le temps de s'évacuer avant le lendemain. Ce n'est pas une critique du béton en général, car il peut très bien fonctionner combiné à une bonne isolation et une bonne ventilation. Mais sans ces éléments, il ne recrée pas naturellement l'effet de la terre crue traditionnelle. Un deuxième principe important est la capacité de la terre crue à absorber et relâcher l'humidité de l'air. On parle de matériaux hygroscopiques. Quand l'air intérieur est humide, le mur absorbe une partie de cette humidité. Quand l'air devient plus sec, le mur la restitue progressivement. Ce mouvement d'humidité consomme de l'énergie sous forme de chaleur latente, un peu comme quand l'eau s'évapore de votre peau et vous rafraîchit. Ce phénomène contribue à stabiliser à la fois la température et l'humidité ressentie à l'intérieur du logement. La limite ici est claire, cet effet est modeste comparé à l'inertie thermique. Il ne remplace pas une bonne isolation, mais il ajoute un confort supplémentaire, surtout dans les climats où l'air devient très sec la nuit. Les maisons traditionnelles en terre crue étaient souvent recouvertes d'un enduit clair, parfois à la chaux. Cet enduit clair reflète une grande partie du rayonnement solaire au lieu de l'absorber. C'est le principe de l'albédo. Plus une surface est claire, plus elle réfléchit la lumière et moins elle chauffe. Une façade sombre en plein soleil peut atteindre une température de surface bien plus élevée qu'une façade blanche exposée au même rayonnement. Cette différence de température de surface influence directement la quantité de chaleur qui essaie ensuite de traverser le mur vers l'intérieur. C'est une astuce simple que vous pouvez retenir. La couleur extérieure d'un bâtiment n'est pas seulement esthétique. Elle joue un rôle thermique réel, surtout dans les climats chauds et ensoleillés. Beaucoup de maisons en terre crue étaient protégées par un enduit à la chaux plutôt qu'à base de ciment. La chaux a une particularité intéressante, elle reste perméable à la vapeur d'eau. Elle laisse le mur respirer, contrairement à certains enduits modernes plus étanches qui peuvent piéger l'humidité à l'intérieur du mur. Quand un mur en terre crue est recouvert d'un enduit trop étanche, l'humidité qui essaie de sortir peut rester bloquée, ce qui peut fragiliser le matériau avec le temps. C'est une des raisons pour lesquelles la restauration de bâtiments anciens en terre crue demande des matériaux compatibles, et non simplement les produits les plus modernes disponibles en magasin. Il faut être honnête sur les limites de ce matériau. La terre crue résiste mal à une exposition directe et prolongée à l'eau de pluie sans protection adaptée, comme un large débord de toit. Elle demande aussi une épaisseur importante pour offrir une bonne inertie, ce qui réduit la surface habitable par rapport à un mur fin. Elle n'est pas non plus adaptée à toutes les constructions modernes en hauteur, et sa mise en œuvre demande un savoir-faire spécifique, différent de la construction en béton standard. Ce n'est donc pas un matériau miracle à utiliser partout sans réflexion. Son efficacité dépend fortement du climat, de l'exposition du bâtiment et de la qualité de la mise en œuvre.
Si la terre crue avait de si bonnes propriétés thermiques, pourquoi a-t-elle presque disparu? Plusieurs raisons expliquent cela. La construction en béton et en parpaing est plus rapide, plus standardisée et plus facile à assurer sur le plan technique et réglementaire dans de nombreux pays. La climatisation est aussi arrivée comme solution rapide au confort d'été, réduisant l'intérêt perçu pour des solutions passives plus lentes à mettre en œuvre. Le résultat est que de nombreuses maisons modernes dépendent presque entièrement de systèmes actifs pour rester fraîches, alors qu'une partie du travail pourrait être faite par l'enveloppe du bâtiment elle-même. Vous n'avez pas besoin de reconstruire vos murs en terre crue pour profiter d'une partie de ces principes. L'idée centrale à retenir est celle de la masse thermique combinée à une bonne isolation extérieure. Dans une maison existante, cela peut passer par des éléments intérieurs massifs, comme un sol en carrelage épais sur dalles, plutôt qu'un revêtement léger partout. Cela peut aussi passer par une isolation extérieure renforcée, qui protège la masse du bâtiment des variations extérieures, tout en gardant cette masse disponible pour stabiliser la température intérieure. Le résultat dépend fortement du climat local. Dans un climat avec une forte différence entre le jour et la nuit, la masse thermique est très efficace. Dans un climat très humide, où la nuit ne rafraîchit presque pas, son efficacité est plus limitée. La masse thermique seule ne suffit pas. Elle doit être associée à une bonne ventilation nocturne, ce qu'on appelle parfois le rafraîchissement passif nocturne. Le principe est simple. La nuit, quand l'air extérieur devient plus frais que l'intérieur, on ouvre les fenêtres pour évacuer la chaleur accumulée dans les murs et le sol. Le matin, avant que la température extérieure ne remonte, on referme les fenêtres et on ferme les volets ou stores. Cela emprisonne l'air frais et bloque une partie du rayonnement solaire direct pour le reste de la journée. Cette technique fonctionne particulièrement bien dans les climats avec de fortes amplitudes thermiques jour-nuit. Elle est moins efficace dans les régions où les nuits restent chaudes et humides, car il n'y a alors pas assez de fraîcheur extérieure à faire entrer. Une erreur fréquente consiste à garder les fenêtres ouvertes toute la journée en été, y compris pendant les heures les plus chaudes. Cela fait entrer de l'air chaud à l'intérieur, exactement l'inverse de l'effet recherché. Une autre erreur consiste à négliger les protections solaires extérieures, comme les volets ou les stores placés à l'extérieur de la vitre. Une vitre sans protection extérieure laisse entrer une grande partie du rayonnement solaire, qui se transforme ensuite en chaleur à l'intérieur de la pièce, un phénomène proche de l'effet de serre. Enfin, négliger l'isolation de la toiture est une erreur majeure, car une grande partie de la chaleur d'une maison individuelle entre par le toit, surtout en climat très ensoleillé. Voici des applications concrètes, adaptées à ce que vous avez déjà chez vous. Premièrement, privilégiez des couleurs claires pour les façades extérieures et, si possible, pour la toiture, dans les climats chauds et ensoleillés. Deuxièmement, installer ou utiliser des protections solaires extérieures sur les fenêtres exposées au soleil direct, comme des volets, des stores extérieurs ou une pergola avec plantes grimpantes. Troisièmement, pratiquez la ventilation croisée la nuit, en ouvrant des fenêtres sur des façades opposées pour créer un courant d'air qui évacue la chaleur accumulée. Quatrièmement, fermez les fenêtres et les protections solaires dès que la température extérieure dépasse la température intérieure, généralement en milieu de matinée en été. Cinquièmement, si vous rénovez ou construisez, renseignez-vous sur l'isolation de la toiture et des murs avant de penser à la climatisation, car une bonne isolation réduit fortement le besoin en refroidissement actif. Chacune de ces actions dépend de votre climat, de l'orientation de votre logement et de son type de construction. Une maison en appartement au dernier étage, très exposée au soleil, n'aura pas exactement les mêmes besoins qu'une maison individuelle entourée d'arbres. Résumons l'essentiel. La terre crue est un matériau presque oublié qui rafraîchissait les maisons grâce à 3 principes physiques précis. Une forte inertie thermique qui retarde la chaleur, une capacité à absorber et relâcher l'humidité de l'air, et souvent une couleur claire qui reflète le rayonnement solaire. Ce matériau a des limites réelles, notamment face à l'humidité extérieure et à la nécessité d'une épaisseur importante. Mais ces principes, la masse thermique, la ventilation nocturne, la protection solaire et l'isolation, restent applicables aujourd'hui, même sans reconstruire une maison entière en terre. Vous pouvez expérimenter ces idées progressivement chez vous, en commençant par les protections solaires extérieures et la ventilation nocturne, avant d'envisager des travaux plus importants, comme l'isolation de la toiture. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.